bien, bonsoir tout le monde, bonsoir Sylvano et bienvenue pour cette nouvelle année 2017 dans Miasme numéro 37. Comment vas-tu Sylvano? Ça va, mais t'as changé de lunettes, Antoine. Ouais, voilà, nouvelle année, tu vois, nouvel homme. D'ailleurs, j'en profite pour faire une spéciale dédicace à un Romain de la boutique Le Lanchon. Voilà, si vous aimez pas ma tête, vous allez le voir, c'est lui, hein. Et si vous aimez bien, ben, vous allez le voir et c'est lui aussi. Voilà. Bon, qu'est-ce qui c'est mais c'est quand même des lunettes de créateur. Vous les verrez pas partout, ces lunettes-là. Oui, je sais. Je sais, ça fait rire au début, mais vous allez vous y habituer. Alors, quoi de neuf, docteur, depuis 3 semaines? Oh là là, moi, Antoine. Alors là, en 3 semaines, j'ai l'impression que c'était un an, moi. Déjà, une bombe nucléaire hein, entre Noël et Nouvel An. Le 1er janvier, notre ami Rock Soccer a décidé de quitter Facebook. Ouais, la disparition de Rock Soccer. Disparition de Rock Soccer. Donc, il a fait un message émouvant à l'ensemble des personnes sur le groupe. Les amis de Top Secret, bien évidemment, le groupe Facebook, ainsi que sur sa page. Et donc, voilà, je pense que quelque part, il avait... Rock Soccer, c'est quelqu'un de très sensible, très gentil, très accessible, et qui répondait chaque fois aux internautes. Après, effectivement, comme son groupe, il grossit, il grandit, 6500 membres, ben, il y a des gens qui n'ont peut-être pas eu, comme toi, moi, la chance d'avoir lu des centaines d'éditos de Rock Soccer et donc qui pose des questions et lui, sempiternellement, mais sans lassitude d'expliquer les choses. Et je pense qu'au bout d'un moment, quand tu passes 1 heure, qui deviennent 2, qui deviennent 3, qui deviennent 4, qui deviennent 6 par jour à répondre aux demandes des personnes, bah, tu t'épuises et puis surtout tu fais pas autre chose, quoi. Et puis Rock, il a un tel talent, c'est quelqu'un qui est tellement connecté. C'est dommage pas de gaspiller, parce que c'est toujours bien de participer à l'éveil des personnes, mais je pense qu'il y a d'autres personnes qui sont capables aussi de faire cet éveil à sa place et que lui de se consacrer à des tâches bien plus nobles et continuer à nous abreuver de vidéos fantastiques comme il a fait dans toute l'année 2016 où, je rappelle, il a quand même fait des vidéos qui dépassent les 300 000 vues, hein, ce qui en ufologie française est un truc juste extraordinaire. Alors évidemment, bon, il a ses détracteurs, hein, on ne peut pas s'en empêcher, mais il a toujours eu des détracteurs. Quand il a été le premier, il y a quelques années, je parle ça d'il y a longtemps, à dénoncer les chemtrails, tout le monde s'était moqué de lui, quoi, hein. Bon, aujourd'hui, quelqu'un de sensé qui étudie le dossier ne peut nier l'évidence, et dans plein de domaines. Alors aujourd'hui, il va loin, il va très loin, mais il apporte des preuves. Alors au lieu de balayer d'un revers de la main, eh ben, discuter, apporter des contre-preuves. Il avance des arguments, hein, il ne dit pas des choses en l'air. J'ai vu un être de lumière qui m'a dit qu'il venait sauver la Terre. Ça, il raconte pas, il raconte des choses, il raconte des faits, il apporte des preuves de ce qu'il avance, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, apporter des contre-arguments. Mais juste balayer d'un revers de la main en disant ça, c'est des conneries, on l'a toujours vu, c'est pas dans la nature humaine qui fait croître vraiment et qui fait avancer les choses. Donc, ben voilà, il a quitté Facebook. Certainement que quand il sera requinqué, il reviendra, hein. Je fais partie maintenant de ces amis sur le groupe les amis du magazine Top Secret, et on va répondre aux questions. Et puis surtout la bonne nouvelle, hein, qui nous a laissé à toi, Antoine et à moi, c'est qu'il va venir régulièrement sur Miasme pour répondre aux questions. Il a laissé une adresse email aux personnes. Donc, s'ils ont des questions à poser, ils vont sur le net, ils font faq.miasmetv@gmail.com. Ils posent les questions qu'ils veulent et avec Rock, on enregistrera une émission, on va en enregistrer une bientôt. On va sélectionner les questions les plus pertinentes, les plus sympas, et on va essayer d'y répondre. D'accord. Donc effectivement, voilà, à partir du... bien ça sera le 14 ou le 15 janvier, la première émission avec Rock, du coup, on va créer une émission spéciale hein, pour lui.
qui s'appellera le Monde selon Rock, où on recueillera toutes les questions qui ont été posées sur faq.miasme.tv@gmail.com, ainsi que les commentaires qui auraient été postés à l'issue de ces vidéos. Et puis avec Rock, voilà, il vous répondra à ces questions de façon précise. Voilà. Donc un beau rendez-vous en perspective et qui devrait se reproduire tous les mois. Donc vous inquiétez pas, hein, vous pouvez continuer à poser des questions très régulièrement sur tout ce qu'il fera, ainsi que sur son magazine Top Secret. Voilà. Donc ça, c'était la première info, et pas des moindres de ce début d'année. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans le monde de l'ufologie? Alors, dans le monde de l'ufologie, on recommence une nouvelle année sur UAT, que j'ai décidé de mettre en lumière d'un nouveau format. Donc déjà, moi j'ai aussi un problème, le même un peu que Rock, hein. C'est-à-dire que, mais à moindre mesure, bien sûr, c'est que le groupe il grandit, il continue à grandir, UAT, et il y a des nouveaux membres qui arrivent, et effectivement, il y a toujours ce cheminement entre les anciens membres qui sont là, qui lisent les chroniques quotidiennement sur UAT, et qui sont en avance donc sur l'ufologie, et puis ceux qui viennent d'arriver, quoi, ou qui découvrent, donc qui posent des questions. Donc c'est, tu vois, un turnover, c'est un sempiternel réponse. Donc j'ai décidé en 2017, non pas de quitter Facebook, mais de créer un groupe qui s'appelle les Chroniques de Sylvano, hein, c'est sans prétention aucune. Et dans ces Chroniques de Sylvano, je mets toutes mes chroniques, j'en fais qu'une, hein, c'est rare, j'en passe deux, par jour. C'est des chroniques recherchées, où donc là, ça va permettre à quelqu'un qui arrive sur UAT et qui ne connaît pas du tout l'ufologie, d'aller dans ces chroniques de Sylvano et de prendre les articles justement que j'ai fait, qui expliquent assez bien la chronologie pour pouvoir apprendre un petit peu l'ufologie telle que moi je la vois. Et c'est important parce que dans Facebook, c'est un outil merveilleux qui est quand même mis à disposition gratuitement par Facebook, hein. Même s'il y a de la publicité, si eux gagnent de l'argent, nous on paye rien. Mais néanmoins, il a juste un petit défaut, quoi, c'est les recherches. C'est-à-dire que comme sur UAT, ça publie beaucoup d'articles, tout le monde publie, et surtout il y a beaucoup de commentaires. Si quelqu'un vient et puis doit retrouver un article, même là, du mois de novembre, c'est quasiment impossible, quoi. Et donc, il est vrai que je donne la date tous les jours quand je publie, nous sommes le, et ainsi de suite. Mais c'est difficile. Tandis que là, les chroniques de Sylvano, il y aura juste les rubriques que je fais, donc ça permettra à une personne de les retrouver assez aisément et assez facilement. Et donc, je suis parti du concept que, en 2016, on a appris plein de choses, on a avancé, en sachant que l'UAT, c'est pas un groupe tolé-boulon, c'est-à-dire qui se contente, comme beaucoup de groupes, beaucoup de revues aussi, hélas, qui sont vendues en kiosque, à ressasser ce qui s'est passé il y a 10, 20, 30, 40 ou 50 ans et en être toujours à la sempiternelle observation d'un ovni avec une preuve là. Ouais, c'est bien, c'est super, on s'en fout, on n'est plus là. Donc on avance. Et donc on a appris plein de choses en 2016 et en 2017, on va essayer de les mettre en musique. D'accord. Donc ça a commencé très fort dès le lundi 2 janvier. Parce que c'est vrai que en ce moment, il y a Thomas Pesquet qui est supposé être dans l'ISS et donc qui envoie des images du Vélodrome à Marseille, Pesquet qui joue, qui mange, Pesquet qui fait la cuisine, Pesquet qui se lave, Pesquet qui fait des photos. Donc il y a des gens qui disent mais oui, mais pourquoi il est pas là-haut, quoi. À un moment, il faut dire stop. Parce que ces mêmes gens, tout d'un coup, vont lire les programmes spatiaux secrets, ils vont lire les soucoupes volantes et les nazis, ils vont lire des sujets divers et variés. À un moment, il faut choisir. On ne peut pas croire en l'ISS et croire au programme secret de la NASA. On ne peut pas croire à Thomas Pesquet et croire que les nazis ont construit des ovnis. Il faut être sérieux. Il va falloir choisir. On peut pas tout croire, quoi, parce que sinon, ça sert à rien. C'est pas parce que quelqu'un montre une image que c'est l'histoire. Donc on rappelle ici que ça a débuté très tôt, hein, dans les années 30, avec les projets Rainbow pour arriver jusqu'au projet Montauk.
et que tout ça, c'est une inimaginable manipulation de l'histoire. Alors évidemment, il y a les crétins, les sempiternels imbéciles qui vont dire mais non, mais qu'on est des fous et tout ça, qui continuent à aller observer des ovnis, mais qui nous foutent une paix royale, quoi. On fait ce qu'on veut, on est en démocratie. UAT, c'est pas une prison. Ceux qui veulent partent et ceux qui veulent nous suivre restent. Donc on a commencé l'année avec évidemment un documentaire assez exceptionnel, qui est un documentaire russe sur les ovnis et le Troisième Reich, où là il y a quand même des intervenants quand même de haut grade, c'est-à-dire des officiers militaires russes qui prouvent la corrélation entre les recherches nazies sur l'antigravité, sur ces objets que nous on appelle ovnis, et surtout qui font le lien avec l'Antarctique. Donc après, c'est pas pour rien que on est arrivé à l'amiral Byrd, que nous sommes arrivés en 1962, à partir de 1959, où l'Antarctique est quand même un territoire qui est interdit de survol et surveillé par une grosse majorité des armées du monde. Alors c'est pour nous faire croire qu'en 1959, on croyait à l'écologie et qu'on surveillait qu'il n'y ait pas d'avion qui survole l'Atlantique. Pourquoi faire survoler l'Antarctique? Et pour faire des émissions de kérosène, c'est vraiment prendre des gens pour des cons. Donc ceux qui croient ça, tant pis pour eux, ils y croient. C'est ainsi. Voilà. Et donc après, on est tout de suite arrivé au 3 janvier où on a présenté un générateur d'ondes scalaires. Entre Noël et Nouvel An, j'avais présenté ce que c'était les ondes scalaires. Tous les physiciens vont en parler. Des ondes scalaires, c'est vraiment le côté obscur de la physique, puisque les ondes scalaires sont aussi bénéfiques que maléfiques. Donc dans le côté maléfique, on va retrouver HAARP et tout ce que HAARP peut produire. Et dans le bénéfique, ça fait du bien au corps. C'est-à-dire que ça annule, par exemple, tous les effets nocifs des ondes Wi-Fi, GSM qu'on peut avoir. Mais ça fait aussi de l'énergie. Et donc, on a montré un petit sujet où, dans un refuge, qui est certes pas très grand, ils produisaient de l'énergie 100%, uniquement avec l'énergie que la Terre produit. Alors, pourquoi la Terre produit de l'énergie? Parce que pendant que toi et moi, là, on se parle tranquillement et que des personnes vont nous regarder, nous sommes quand même sur une Terre qui tourne à 1670 km/h autour d'elle-même. Ah oui, il faut croire que la Terre est ronde, hein. Les platistes, là, ça va pas aller. Et qui tourne autour du Soleil à 100 000 km/h, qui en même temps, le Soleil se déplace à 70 000 km/h. Ceci dit, les crêpes, on peut les faire tourner. Hein. Excuse-moi. Les crêpes, on peut les faire tourner aussi. Tu as raison, Antoine, 100%. Et donc, mais tout ça produit de l'énergie. Et ça, Nikola Tesla l'avait parfaitement décelé quand il avait créé sa tour de Van der Clive et qui produisait de l'énergie libre. Et évidemment, libre, ça arrange personne parce qu'on ne peut pas la facturer. Quand on ne peut pas la facturer, il n'y a pas de bénéfice à faire. Et donc, circuler, il n'y a rien à voir. C'est comme pour les médicaments, il faut que ce soit facturable. J'en ai profité quand même pour faire un avertissement. C'est rare que je publie 2 fois, mais il y a une chose qui se passe, c'est que pendant toute l'année 2016, on a présenté l'hypnose régressive ésotérique de Corrado Malanga, qui porte ses fruits avec des chercheurs exceptionnels comme Calogero Grifasi et puis Rachel Fortin. Mais là, ces derniers mois de l'année, j'ai eu quand même pas mal de warnings avec des charlatans, il n'y a pas d'autre mot, qui disent « Tiens, il y a un filon là », parce qu'effectivement, l'hypnose régressive ésotérique est arrivée en France très en retard par rapport à d'autres pays, style 20 ans de retard, rien que par rapport à notre voisin italien. Et donc, il y a très peu de personnes qui sont formées pour faire ce genre d'hypnose, ce qui fait que le peu de personnes qui le sont ont des délais d'attente assez importants, quoi. Ça se compte en mois. Et donc, il y en a qui se sont dit, tiens, si on faisait la même chose, si on les titillait un peu, si on mettait 2-3 petites piques que quoi ils faisaient pas bien, et on prenait des rendez-vous à leur place. Et donc là, il y a des charlatans qui sont venus, quoi. Et il y en a beaucoup, et c'est pas anodin. Donc, je n'arrête pas de prévenir tous mes membres qu'il y a une chose simple à faire.
c'est de prendre le taux vibratoire de la personne qui va vous faire un soin, quel qu'il soit, pas que de l'hypnose, n'importe quoi. Ce taux vibratoire est assez simple à prendre. Et si cette personne n'a pas un taux vibratoire élevé, il ne faut pas y aller. Parce que quelqu'un qui n'a pas un taux vibratoire élevé ne peut pas vous apporter un soin à vous. Et on en revient à quelque chose que je t'avais déjà parlé, c'était la fantastique séance de formation de Calogero Grifasi qu'il avait faite en Uruguay, qui s'appelait Le Roi Scorpio, que vous pouvez retrouver sur YouTube, où justement, il apprenait à ses stagiaires à faire de l'hypnose, stagiaires qui n'étaient évidemment pas du niveau de Calogero, qui, eux, quand ils faisaient les tests, se sont fait attaquer par des entités et que Calogero a rattrapé. Ça, c'est pas bien grave, mais ça a été ensuite le débriefing qu'ils ont fait avec ensemble après, où ils ont vu que s'ils étaient attaqués, c'est parce qu'ils vibraient pas assez haut. Et que si Calogero a pu rattraper les personnes, c'est que lui vibrait tellement haut qu'il brûlait les entités carrément qui venaient s'incruster dans cette formation. Donc ça, c'est important. Le taux vibratoire, c'est quelque chose qui peut remettre en doute un taux vibratoire. Il suffit de prendre un pendule dans les mains, il suffit de prendre des pendules de sourcier qui font ça depuis la nuit des temps pour savoir ce que c'est un taux vibratoire. Vous tapez taux vibratoire dans Google, vous allez trouver toutes les explications scientifiques possibles, et c'est normal. Une fois de plus, la Terre tourne, ça fait du magnétisme, et ce magnétisme provoque des différences de champs magnétiques sur la Terre et chez les personnes. Hein. Comme dit Nikola Tesla, tout est onde, tout est vibration, tout est énergie. Et puis alors, c'est marrant parce que le 4 janvier, on arrive à Vénus, chose dont on va parler tout à l'heure avec Laurent. Avec Laurent et son fantastique livre du docteur Emmanuel Velikovsky. Eh bien, Vénus, oui, Vénus. Parce que là aussi, en recoupant les choses, en étudiant Malanga, et en étudiant Nikola Tesla, on sait que nous sommes énergie, fréquence et vibration, comme je l'ai dit tout à l'heure, et que notre corps, finalement, n'est qu'un conteneur. Un conteneur, parce que l'évolution normale fait que on n'aura plus besoin de ce conteneur à partir du moment où on va continuer à évoluer. Et on a aussi vu dans une autre rubrique avec toi, Antoine, que la vie peut être créée dans un bocal à partir du moment où on met du vide, où on met des éclairs. J'avais fait une rubrique là-dessus, c'était la fameuse expérience de Miller. Et on avait aussi vu que c'était beaucoup plus simple s'il n'y avait pas d'oxygène. Et je te rappelle que l'oxygène est un poison et que c'est pour ça que nous avons des antioxydants dans le corps pour supporter ce poison. Et donc nous, on prend notre référence terrienne comme la référence de la vie dans l'univers. Mais peut-être que justement, c'est pas une référence, c'est une particularité. Et en étant une particularité, il y a peut-être de la vie qui existe sans oxygène, justement parce que c'est plus simple. Et on en arrive à la fameuse Vénus, parce que dans les séances d'hypnose régressive, il y a beaucoup de Vénusiens qui apparaissent. Alors, tiens, on se dit, tiens, pourquoi des Vénusiens? Là-dessus, je conseille les fantastiques rubriques de notre amie Elisabeth de Caligny, qui peut vous faire une dizaine d'heures. J'ai trouvé une dizaine d'heures sur Vénus, sur YouTube, juste en tapant Elisabeth de Caligny, Vénus. Et Vénus, effectivement, a une particularité, quoi. C'est une particularité forte, c'est-à-dire que c'est la seule planète de notre système solaire qui tourne dans le sens inverse des autres. Et évidemment, il y a eu comment ça s'appelle, une vidéo d'un chercheur, comme il y a des chercheurs qui font des recherches sur Google Earth, sur les sondes Magellan, qui a fait des recherches et qui voit des choses, des formes assez extraordinaires sur Vénus. Alors on va dire, les scientifiques vont dire oui, mais attends, Vénus, il y a 480 degrés, il y a une atmosphère de méthane, qu'est-ce que tu veux qu'il y ait là-haut? Ouais, peut-être. Mais on a aussi vu qu'on était dans des multiplans, dans des univers parallèles, qu'il y a plusieurs dimensions. Donc pourquoi il n'y aurait pas une dimension que nous, on ne verrait pas sur Vénus? Et comment peut-on, nous, petits terriens qui ne savons rien, se permettre de dire que
c'est juste parce qu'il y a 480 degrés, chose qui n'intéresse que nous finalement. Il y a une atmosphère qui est très dense avec du méthane qui est un poison pour nous. La vie ne pourrait pas exister sur Vénus. En tout cas, oui, non, ça, la vidéo apporte des preuves formelles sur des infrastructures qui ont des formes géométriques sur Vénus, en mis à part, une fois de plus, balayé d'un revers d'une main, les détracteurs n'apportent aucun contre-argument pour savoir d'où ça pourrait venir. Oui, ça c'est toujours la facilité, c'est dire ça n'existe pas. Par contre, apporter des contre-arguments, c'est plus difficile. Mais c'est exactement le même sujet que la Terre plate. Moi, personnellement, j'aime discuter de tout, donc je me fâche jamais, quoi. Mais j'ai remarqué que le sujet de la Terre plate, tu peux pas en discuter. Tu peux pas en discuter, parce qu'il y a des gens qui pensent que la Terre est plate. Bon, c'est pas parce qu'il y a des gens qui pensent que la Terre est plate que je vais les traiter automatiquement de fous. Je vais leur écouter pourquoi vous pensez ça, quoi. Mais sans me fâcher aucunement. Parce que je viens de dire deux, trois fois que la Terre était ronde pendant cette émission. Mais les gens disent, oh, mais quelle connerie, quoi. Et puis ils balayent ça et ils deviennent très agressifs tout de suite. Au lieu de dire, ah bah attends, pourquoi tu dis que la Terre est plate? Discutons-en. Je vais te donner des contre-arguments, vu que c'est tellement idiot ce que tu dis. Donnons tout de suite d'autres contre-arguments. Et je trouve ça dommage, quoi, de discuter comme ça, tout de suite, en s'énervant. Voilà. Je considère qu'on sait rien du tout, qu'on est du tout petit, et que quand on étudie l'histoire, moi, la seule chose qui m'énerve en étudiant l'histoire, c'est que les gens ont toujours été sûrs de tout savoir. La caste au-dessus, hein. Ils étaient toujours convaincus de tout. On a fait l'Inquisition, on a brûlé des milliers de personnes parce qu'on croyait que c'était des sorcières, alors que c'était juste des gens qui soignaient par des plantes ou par autre chose. On en est en 2016, toujours l'Inquisition, elle est sous une autre forme, mais elle est toujours là, quoi. C'est comme, par exemple, tu veux parler à la télé du réchauffement climatique qui n'en est pas un. Là, tu te fais incendier tout de suite, quoi. Mais tout de suite. Non, c'est évident. En tout cas, voilà, 2017, ça sera l'année de la discussion. S'il y a des sujets sur lesquels vous n'êtes pas d'accord dans les sujets qui passent sur Miasma TV, vous le dites en commentaire, vous argumentez. Et d'ailleurs, pour revenir à Rock Soccer, il y a eu des très bonnes argumentations sur la partie des grottes de Lascaux, voilà, que moi j'ai trouvé super intéressante, et qui allait à l'encontre de ce que disait Rock, et ça se tenait bien. Donc voilà, vous voyez, quand derrière il y a une argumentation, c'est intéressant, parce que nul n'est parfait. Puis je le répète, moi la seule vérité que finalement auquel je crois et dans laquelle je suis sûr, c'est qu'il n'y a pas qu'une seule vérité. La vérité, elle est multiple. Donc voilà, vous avez peut-être tous raison. Bon, en tout cas, Sylvano, je te remercie pour cette première chronique de l'année. Et je t'ai pas dit l'essentiel. Ah, il t'en reste encore un peu. Allez, vas-y. J'ai découvert une bombe. Ah. Alors, parce que, tu sais, moi, je suis toujours en train de cogiter. Et je m'étais dit, justement, en regardant toutes ces séances d'hypnose régressive et puis du parcours de Corrado Malanga, je me dis, mais pourquoi Corrado Malanga a été le seul scientifique au monde, scientifique, c'est-à-dire vraiment scientifique, c'est-à-dire qu'il a fait le cursus universitaire scientifique, à s'intéresser à l'hypnose régressive et à tous ces petits êtres, entités qui vivent en chacun de nous. Donc, j'ai fait des recherches sur le net et figure-toi que j'ai atterri en Afrique du Sud, mon cher Antoine. Et là, j'ai découvert une publication, une de 2010, une de 2012, de l'université du Cap, en Sud-Afrique, où ils faisaient des études sur, tu sais, les photos en effet Kirlian. Tu sais, les photos en effet Kirlian, c'est les photos d'aura, mais que ce soit de l'être humain, que ce soit d'une pierre, que ce soit d'une plante. Et il y a des scientifiques qui se sont intéressés à ça. Et en s'intéressant à ça, ils se sont aperçus que notre corps était habité par des entités. Donc ils ont été très surpris. Et donc ils ont analysé ces photos, ils ont décelé deux types d'entités différentes, qui eux, en tant que scientifiques, ont appelé noir et propre. Alors pourquoi ils l'ont appelé noir et propre? Parce que les entités noires,
semblaient avoir une interaction avec la personne, et les entités propres semblaient n'avoir aucune interaction avec cette personne. Et donc, ils ont poussé les études et les études. Puis ils ont fait un test, ils se sont dit, tiens, noir, interaction, peut-être qu'on va faire un test sur un groupe de prisonniers. Puis ils ont été prendre un groupe de prisonniers pour voir s'ils étaient, parce que pour eux, ils se sont dit, c'est que des identités noires. Alors évidemment, c'est des scientifiques, Antoine, hein. Donc ils savent pas ce que c'est un petit gris, ils savent pas ce que c'est un rectilien, ils savent pas ce que c'est tout ça, hein. Et ils ont fait un autre test, il y avait une conférence internationale à Johannesburg, en Afrique du Sud, et avec plein de politiciens et d'hommes d'affaires. Bah, figure-toi que tous les politiciens et les hommes d'affaires étaient avec des entités noires, avec un nombre quasiment 2 fois plus que les prisonniers qu'ils avaient pris. Et donc là, ils étaient estomaqués, ils étaient choqués. Et à partir de là, que s'est-il passé, mon cher Antoine? Top secret, secret défense, ils n'ont plus rien le droit de publier. Alors il y a quelques petites publications, parce qu'il y avait tellement de monde qui en avait parlé, parce qu'au début, évidemment, ça n'intéressait personne, ça, je veux dire, dans les hautes sphères, les photos avaient fait Kirlian, que ça a quand même fuité. Alors j'ai trouvé cet article extraordinaire, parce qu'il est assez bien fait. J'ai essayé de voir si les noms étaient corrects, ils sont corrects. J'ai été voir si les adresses qui étaient données, le brevet, parce qu'il y a un brevet de système de photo d'aura, il est bon. C'est tellement énorme que j'ai décidé de le publier. Donc ça fait un gros choc. Grâce à une amie, elle a pu traduire ce qui a été traduit, on va dire, du néerlandais à l'anglais. Elle l'a traduit en français. Et comme c'est tellement gros, je me suis dit, je vais essayer de contacter ce professeur. Mais après, j'ai réfléchi, je me suis dit, moi, je suis rien pour appeler un tel professeur, il va m'envoyer bouler, ou évidemment, parce que si lui a eu des pressions depuis 2016 pour pas publier quelque chose d'aussi énorme, c'est pas moi qui vais réussir à le faire parler. Donc j'ai décidé d'en parler à un ami scientifique très haut placé, et il était estomaqué aussi, donc déjà bon signe, parce que d'habitude c'est pas facile estomaquer un scientifique de haut niveau. Et il a décidé de faire son enquête lui-même. Et pour lui, ce sera beaucoup plus simple, parce que de scientifique de haut niveau à scientifique de haut niveau, je pense qu'il y a quand même des choses qu'il arrivera plus facilement à faire dire qu'un moi, quoi. Et donc, je te réserverai la primeur des résultats s'il y arrive, parce que c'est pas évident, parce que si l'autre, on lui a kidnappé toute sa famille, ou fait des menaces pour qu'il dise plus rien, mais c'est un truc de fou. Donc, affaire à suivre. Voilà. Ok, bon ben voilà, merci pour toutes ces infos, et effectivement la dernière est des plus croustillantes. Bon, ben, affaire à suivre, hein, tu nous tiendras au courant. Et puis, n'hésite pas, s'il veut venir ce scientifique parler sur Miasme TV. Avec grand plaisir. La porte est ouverte. Ah oui. Ok. Bon, donc c'est la première de la rentrée. Alors, sur cette première, on va pas attaquer ni l'agenda ni les chroniques Web TV, parce qu'il n'y a pas grand chose cette semaine, et puis je mets mon site à jour que le week-end prochain. Juste quand même pour signaler le retour de Solène dans la rubrique film documentaire à partir de la semaine prochaine. Hervé aussi refera des petits passages, Aurore aussi, et on va avoir le plaisir d'avoir deux nouveaux chroniqueurs. Laurent, que l'on va accueillir d'ici quelques minutes, qui va venir déterrer un peu des vieux livres incontournables pour pouvoir vous en parler. Avec un fantastique accent marseillais. Et Audrey Canso aussi, qui va venir faire de temps en temps une petite chronique sur les projets participatifs. Vous savez que c'était une chronique qu'on faisait dans la première saison, et puis qu'on avait laissé un petit peu tomber par manque de temps et puis d'investigation, etc. Donc voilà, elle va venir, mais ça sera sûrement la dernière semaine du mois de janvier. Bon, bah, écoute, je crois que j'ai fait à peu près le tour un petit peu des nouveautés. Ah non, j'en oublie une. Nous allons mettre en place une émission spéciale ufologie. L'ufologie pour les pas nuls.
d'ufologie 3.0. On n'a pas encore le nom hein, qui est bien, qui est bien arrêté. Voilà, ça sera une émission, une discussion entre quelqu'un que vous connaissez bien, Margret, quelqu'un que vous allez découvrir qui s'appelle Pam, et puis Monsieur Silvano Trotta aussi, qui viendra de temps en temps régulièrement, hein, en fonction de son emploi du temps, pour parler de sujets d'ufologie, voilà, vraiment bien avancés. Hein, on va aller au fond des sujets, et ça sera une émission qui sera réservée pour les abonnés Tipeee. On va dire ouverture de Tipeee d'ici fin janvier, et qui va nous permettre de financer un certain nombre entre autres d'achats de matériel, un drone par exemple. Je vais me faire l'avocat du diable, c'est quoi Tipeee? Tipeee, c'est un système de crowdfunding, mais au lieu d'être limité dans le temps, il est en fait illimité. Et donc grosso modo c'est un petit système d'abonnement participatif qui vous permet d'avoir une compensation. Donc voilà, donc on en reparlera, et en tout cas ça devrait être des discussions de haut vol. La première, tout à l'heure tu parlais de chemtrail, voilà, la première ça sera d'ailleurs sur les chemtrails, et je vous invite, elle sera peut-être sûrement en accès libre. Ben voilà Silvano, écoute, moi ce que je te propose c'est d'accueillir immédiatement Laurent et puis Jérôme Maury aussi, qu'on va recevoir tout à l'heure pour son livre, mais pour parler de littérature. Avec grand plaisir. Ce soir donc pour cette nouvelle année 2007, voilà, on vous avait promis quelques surprises, et entre autres nous accueillons Laurent, un nouveau chroniqueur qui va venir, alors je ne sais pas si c'est chaque semaine ou de temps en temps, ça dépendra de lui, hein, nous parler de littérature. Bonsoir Laurent. Laurent de Marseille? Oui, de Marseille, c'est bien ça. Ne me faites pas prononcer mon accent si horrible, hein, s'il vous plaît. Oh, il est pas horrible, il est magnifique. Avoir l'accent parisien, ça fait plus sérieux, surtout aux infos, vous imaginez? Ah oui. On fait pas les infos, donc c'est bon. Bon Laurent, ça nous fait plaisir que voilà, tu as répondu au fameux appel du 18 juin hein, que j'avais lancé. Si parmi vous il y a des gens qui veulent venir chroniquer avec nous sur les sujets qui nous intéressent, hein, voilà, vous n'hésitez pas, vous faites comme Laurent, vous envoyez une petite vidéo, et puis après on en discute ensemble. Donc toi Laurent, pour cette première, tu voulais nous parler de quelqu'un que moi j'adore, qui me passionne, qui s'appelle le docteur Immanuel Velikovsky, et c'est Monde en collision. Oui, absolument. Je voulais vous parler du docteur Immanuel Velikovsky, qui a écrit donc cet essai Monde en collision dans les années 50. Un livre qui est paru et qui a décrié la chronique scientifique, hein, le dogme scientifique en a pris un coup, puisqu'il a été censuré aux USA et pas en France, d'ailleurs, un des rares pays qui n'a pas censuré ce livre. Docteur Velikovsky était donc russe, hein, docteur en psychiatrie, il fait des études à Montpellier. Et suite à sa rencontre avec Freud, il va s'orienter vers la psychanalyse, mais qui va vite écarter pour se consacrer à son dada, c'est-à-dire l'histoire des civilisations anciennes, de la Bible, de l'Exode en particulier, et des périodes égyptiennes. Le docteur Velikovsky, si on veut un petit peu le resituer, c'est quelle époque? Oh, le docteur Velikovsky, c'est les années 40, hein, 30 35, hein, puisqu'il a connu de son vivant, il a connu Freud, et il a connu c'était un grand ami d'Albert Einstein. D'ailleurs, on dit que quand le professeur Einstein est décédé, sur sa table de chevet, il y avait le livre Monde en collision, que donc sa femme disait qu'il l'avait lu pour la 3e fois. Entendu. Voilà, donc c'était les années 30-40, et ce livre est paru en 1950. Oui, 1950, donc il a été décrié par les scientifiques. Et donc, dans ce livre, qu'est-ce qu'il parle? Alors, la thèse principale du livre, c'est qu'il met en évidence la planète Vénus, qu'il compare à un corps cométaire. Et ensuite, suite à un impact planétaire, cette planète va trouver sa place actuelle, et il va même prouver, avant tout le monde, que son sens de rotation est tout à fait inverse par rapport aux autres corps célestes de notre système solaire. Donc ça, déjà, c'était dur à avaler pour les scientifiques à l'époque, hein. Mais le docteur Velikovsky, dans ce film, il nous entraîne aussi sur Terre, où il va décrire une planète qui a subi de multiples cataclysmes sans précédent dans l'histoire, qui ont bouleversé la géographie, la faune et la flore terrestre. Il va parler des mammouths que l'on a retrouvés dans
dans des endroits vraiment inappropriés, d'ères glaciaires, de tas de choses de catastrophes apocalyptiques bibliques, donc on ne croit pas, mais qui ont été corroborées ensuite par les scientifiques de diverses professions, hein, comme la géologie, la paléontologie, l'astronomie. Et il a été enfin reconnu comme un scientifique, alors que lui-même était théologien, mais il n'a jamais fait d'études réellement scientifiques en astronomie, en géologie. Tous ces faits, toutes ces preuves se basent par rapport aux textes anciens dont il maîtrisait les moindres mots sur le bout des doigts. Et finalement, sa particularité, c'est d'avoir concilié les deux, de marier l'étude astronomique avec l'étude des religions anciennes. Absolument. En fait, il a prouvé qu'il était possible que ces mythes-là aient vraiment existé. C'est pour ça que ça a défrayé la chronique. Quelqu'un qui va vous parler de Vénus alors qu'en fait, il a étudié l'exode de Moïse et du peuple hébraïque, et par rapport en corroboration aussi aux diverses mythologies égyptiennes. Donc ça, effectivement, c'était une première en 1950. Hein. Certains disent même que ça a été le seul après Galilée à avoir subi les affronts aussi répétés et violents de la communauté scientifique. Donc son livre maintenant est reconnu par les pairs de la science et il est considéré comme le plus grand génie en la matière que la Terre ait porté jusqu'à ce jour. Parce que sa théorie, elle va loin dans Monde en collision, c'est-à-dire que lui, il considère que dans notre système solaire, il y a eu comme une sorte de jeu de billard, hein, où voilà, Vénus, qui n'était pas du tout placée là où elle se situe aujourd'hui, aurait un petit peu rebondi sur un certain nombre de planètes. Ben oui, c'est un petit peu comme la thèse de Zecharia Sitchin, et quand il parle de Tiamat qui aurait percuté un astre et qui serait devenu la Terre, et par ensuite sa formation suite aux explosions terrestres et les corps planétaires qui sont devenus la Lune. Est-ce que c'est Velikovsky qui explique un petit peu le déluge en expliquant, mais je ne sais plus si c'est sa thèse à lui ou celle d'un autre, en expliquant que Vénus, qui aurait frôlé la Lune, qui à l'époque aurait été on va dire une planète avec une atmosphère et de l'eau, aurait happé tout ça, et ça aurait suivi la traîne de Vénus, et ça aurait été ensuite aspiré par la Terre. En fait, il considère Vénus comme un corps cométaire, chose que les scientifiques n'avaient absolument pas imaginée. Donc pour lui, Vénus est devenue une planète au moment où elle a percuté un astre. Donc une planète, on ne sait pas laquelle, ça pouvait être la Terre, ça pouvait être une autre. Ça, c'est au lecteur ensuite de l'appréhender en lisant ce livre magnifique qui est écrit pour les néophytes. Hein. C'est pas un ouvrage qui est destiné comme une revue scientifique, c'est à la portée de tout le monde qui s'intéresse à la fois à l'astronomie, à la géologie, à la paléontologie et aux ères glaciaires et aux différents cataclysmes qu'il peut y avoir sur Terre. Et les conséquences. Tous ceux qui sont passionnés par finalement ce qu'on appelle l'archéologie interdite, c'est vraiment un livre de référence. Oui, c'est un livre à posséder dans sa bibliothèque et je pense que même si on n'a pas l'intention de le lire tout de suite, c'est un livre à posséder, c'est un livre à avoir parce que rien que c'est un livre qui franchement, qui pour moi est unique et qui restera unique. Je pense pas qu'il y ait un autre auteur qui puisse un jour étayer une thèse de la sorte dans ce monde-là. Enfin, ça viendra et je l'espère, il y en aura d'autres, mais Velikovsky reste encore le génie, en fait, qui, par son cursus maintenant, est reconnu par tous les scientifiques dont vous citez Velikovsky, alors qu'il y a 50 ans derrière, il aurait lapidé. Ouais, tout à fait. Je vais me retourner vers Silvano et puis vers Jérôme qu'on accueille. Bonjour Jérôme. Bonjour. Alors Jérôme ou toi Silvano, est-ce que vous connaissiez, vous avez déjà entendu parler ou est-ce que vous avez lu Velikovsky? Il est là, mon Antoine, bien sûr qu'on a lu. Tu peux pas ne pas. C'est un classique. Hein. Pour ma part, je ne l'ai pas lu. Ah. Alors, est-ce que on va faire un émule ce soir est-ce que ça va te donner envie d'aller lire, hein, tout simplement? Et moi, j'en ai entendu parler et oui, je crois que je vais finir par l'acheter. Parce que c'est pas la première fois que j'en entends parler et c'est vrai que les thèses sont assez intéressantes. Attends, là, c'est pas un hasard, on est 4, on est 75% à l'avoir lu. Donc... Voilà. Il va falloir que je m'y mette. Ok.
Alors, Laurent, est-ce que tu avais quelque chose à rajouter du coup sur... Je pense que ce livre est essentiel, donc on ne va pas le répéter. Il faut le posséder dans sa bibliothèque, quitte à le lire plus tard, quitte à le lire, à se le transmettre à ses enfants, parce que c'est quelque chose d'exceptionnel. Et c'est une bonne entrée en matière pour le prochain, je pense, qu'il a écrit quelques années plus tard, qui traite d'un autre sujet, mais qui est quand même en corroboration avec, et en corrélation avec celui-ci. Dans le titre, et les grands bouleversements terrestres, c'est ça? Les grands bouleversements terrestres, où là, il parle plus d'air glaciaire, de déplacement d'épaule. C'est plus basé sur notre globe terrestre. Bon, ben, en tout cas, Laurent, ben, on te remercie pour cette première. Voilà, c'est vrai que Merci à c'est pas vous. un livre récent. Et puis voilà, on commence cette année avec ce livre-là. Si vous ne saviez pas quoi lire cette semaine, nous, mais on vous encourage à acquérir toute la bibliothèque d'Immanuel Velikovsky. Je pense que les gens qui aiment le sujet prendront beaucoup de plaisir à lire cet essai. Ok. Donc du coup, tu repasses en deuxième semaine pour nous parler de... Des grands bouleversements terrestres. Oui, absolument. Ok Laurent. Bon, en tout cas, on te remercie pour ce passage et pour cette première. Merci à vous de m'avoir accueilli parmi vous. Et puis on te dit à la semaine prochaine. Alors. À bientôt. Bravo. Ciao. Bon, bien, maintenant on va passer du coup à Jérôme Maury. Alors, hasard de la géographie, Jérôme Maury est un auteur de L'eau de la Grande Pyramide. Hop. Voilà. Il habite à, 3 km à vol d'oiseau en passant par la Seine de chez moi. C'est ça, Jérôme? Ah, c'est ça, on est quasiment voisins. Voilà, bon, donc mais on s'est rencontrés complètement par hasard. Et voilà, ça fait plaisir d'avoir des gens passionnés autour de chez soi. Alors, Jérôme, donc toi, tu es un passionné aussi, hein, depuis très longtemps. Et comment t'es venue l'idée d'écrire ce livre? Peut-être déjà tu peux nous en faire un petit pitch de ton livre? Alors, l'idée du livre m'est venue parce qu'en fait, il y a à peu près 4 ans, je me suis sérieusement intéressé au mystère des pyramides. Et là, je me suis rendu compte qu'il y avait du lourd quand même. Bon, il suffit de voir, pour les gens qui connaissent un petit peu le documentaire de Patrice Pouillard, La révélation des pyramides, qui déjà englobe beaucoup de choses, qui remettent énormément de choses en question. C'est d'ailleurs le documentaire qui a fait le déclic chez toi? Alors non, le documentaire, enfin moi j'ai commencé à m'intéresser au mystère des pyramides début 2012. Et j'ai vu le documentaire fin 2012. Voilà. J'avais commencé avant à lire beaucoup de livres et faire pas mal de recherches sur Internet. Et je suis tombé sur le documentaire, je ne sais plus à quel moment il est sorti, fin 2012. Et là, vraiment, ça a mis la chape de plomb. Et je me suis dit, bon, là, voilà, avec un documentaire comme ça, si les gens le voient, ils se rendront vraiment compte qu'il y a quelque chose à creuser de ce côté-là. Et bon, pour ma part, je me suis mis à creuser. Voilà. Et effectivement, à creuser, voire même des sillons autour de cette grande pyramide, c'est ça? C'est ça. Parce que ces sillons contiendraient de l'eau. Exactement. Explique-nous tout ça. Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi j'ai commencé à... Bon, comme je disais, j'ai lu beaucoup de livres, j'ai vraiment creusé énormément de sujets, parce que quand on prend conscience que la Grande Pyramide n'a jamais été un tombeau, contrairement à ce que la thèse officielle nous apprend à l'école. Donc moi, j'ai été passionné par ça et je me suis dit, bon, voilà, j'aimerais vraiment découvrir ce que c'est si c'est pas un tombeau. Donc j'ai commencé à lire beaucoup de livres, voir des reportages, etc. Et découvrir un petit peu toutes les différentes théories qui avaient été émises, enfin je parle des théories alternatives qui avaient été émises jusqu'ici, sur la fonction autre que celle d'un tombeau pour la Grande Pyramide. Et de fil en aiguille, j'ai mis un petit peu de côté pas mal de théories qui avaient été émises jusque-là par rapport au fait que la Grande Pyramide serait un centre initiatique ou un endroit. Moi, je me suis dit, en analysant un petit peu la structure interne de la Grande Pyramide, il y a tout de suite quelque chose qui a cloché. Je me suis dit, c'est pas un édifice qui a été fait pour une circulation humaine. C'est-à-dire que
par rapport à la taille des couloirs, à l'entrée principale qui est à 15 mètres de haut. Et, à la base, la Grande Pyramide n'était pas dans l'état où elle est actuellement, c'est-à-dire qu'elle était recouverte de pavement, donc elle était lisse. Donc, c'est-à-dire que pour accéder à l'intérieur, il fallait grimper jusqu'à 15 mètres de haut sur une surface lisse. Donc, je me disais, pour un centre initiatique, c'était assez mal conçu. Et la taille des couloirs, 1,20 m de haut par 1 mètre de large, il faut quasiment faire du 4 pattes. Après qu'on se retrouve à l'intérieur, quand on arrive dans la grande galerie, il faut escalader. Enfin, je me suis dit, c'est incompatible avec une circulation humaine. Donc, moi, j'ai un petit peu mis de côté toutes les théories qui partaient là-dessus et je me suis vraiment penché sur le fait que ça pouvait être. Enfin, j'aime pas ce terme machine, mais voilà. Elle avait plus une fonction, je dirais, par rapport à un mécanisme, une machinerie, voilà. Parce qu'il faut quand même préciser quelque chose qui a peut-être aidé à ta conclusion, en tout cas à ton observation, c'est que toi, dans la vie réelle, dans ta vie autre que celle d'auteur, t'es frigoriste, c'est ça? C'est ça. Donc du coup, tout ce système de flux. Donc c'est ce qui m'a, voilà, c'est quand j'ai commencé à analyser un petit peu la structure interne de la Grande Pyramide, moi ça a tilté, je me suis dit il y a plus une fonction de machine que de tombeau, de temple, de lieu initiatique, voilà. Et dans la poursuite de mes recherches, je dirais que mon métier m'a un petit peu aiguillé, mis sur la voie, parce que justement j'ai découvert en creusant le sujet, pour moi, il y avait un système énergétique lié à l'eau. Et je dirais que ma profession m'a aidé à comprendre un petit peu comment ça pouvait fonctionner. D'accord. Voilà. Et à ton avis, il servait à quoi ce système énergétique lié à l'eau? Alors, à mon avis, la Grande Pyramide, moi, je me suis vraiment axé sur la Grande Pyramide. Ouais, bien sûr. J'ai commencé à étudier un petit peu les autres, mais vraiment sur la Grande Pyramide, pour moi, c'était un monument qui avait été conçu pour fabriquer de l'eau avec des vertus médicinales. Voilà. Et donc, voilà. Parce qu'en fait, quand j'ai commencé mes recherches, déjà j'ai essayé d'avoir une vue d'ensemble un petit peu des pyramides. Donc j'ai regardé un petit peu toutes les pyramides qu'il y avait en Égypte. Il y en a plus de 60 pyramides sur plusieurs sites en Égypte. Et déjà en Égypte, ce qu'on se rend compte, c'est que toutes les pyramides, quasiment toutes, à part 2, je crois, sur le site de Saqqara, mais sinon sur tous les autres sites, elles ont toutes cette même orientation. C'est-à-dire que leurs 4 faces sont orientées nord-est, sud-ouest. Et après, lorsqu'on élargit un petit peu les recherches sur les pyramides, on se rend compte que quasiment sur tous les continents du globe, toutes les pyramides qui ont été construites suivent ce principe. Elles ont toutes leurs 4 faces orientées nord-est, sud-ouest. Que ce soit en Amérique du Sud, en Chine. Donc, je me suis dit, mais pourquoi les bâtisseurs, les concepteurs de ces pyramides les ont orientées de cette manière? Et en fait, partant de là, j'ai découvert les travaux d'un radiesthésiste français du nom d'André Bovis, qui avait en fait découvert à l'intérieur de la Grande Pyramide des cadavres de petits animaux. Alors, je ne sais plus si c'est des chats ou des rats, je ne sais plus. Mais en fait, il s'est aperçu que ces animaux étaient morts, étaient pas du tout en putréfaction, mais en fait, ils étaient complètement momifiés. Donc, de retour en France, il a fait des expériences en faisant une petite réplique de la Grande Pyramide aux mêmes proportions. Et il a fait des expériences avec des morceaux de viande. Et, chacun peut faire le test chez lui. Vous placez un morceau de viande dans une pyramide aux proportions de la Grande Pyramide et vous laissez le morceau de viande pendant 15 jours, 3 semaines, vous allez voir qu'en fait, celui-ci se déshydrate complètement, sans pourrir, sans moisir, sans se putréfier. Et donc, après, j'ai fait des recherches, j'ai commencé à lire des livres sur en fait, c'est ce qu'on appelle une onde de forme. Voilà. C'est qu'en fait, la forme pyramidale créerait une onde de forme
et qui agirait bonifiquement sur toutes les matières organiques. Donc, en partant de ce principe, je me suis dit, mais qu'est-ce qui compose toutes les matières organiques? En fait, c'est l'eau. Donc, j'ai après réorienté mes recherches sur l'eau. Voilà. Donc, c'est comme ça que j'ai fait pas mal de découvertes par rapport aux pyramides et à l'eau. Et voir aussi à beaucoup de sites sacrés qui reprennent un petit peu ce même principe. C'est un petit peu ce que j'explique dans l'article de Top Secret. Voilà, j'allais y venir effectivement. Dans le dernier, mais ça va être le dernier Top Secret, hein, le numéro 88, hop, que voici, tu parles de la matrice de l'eau. Oui. On sent bien que tout n'a pas été dit, hein, que c'est juste une introduction, mais déjà, quelle introduction? C'est très clairement, on comprend de suite que l'eau elle a une fonction qui est bien supérieure à celle de déshydrater des corps assoiffés. Exactement. Ou d'hydrater, pardon. En fait, l'eau, je dirais que maintenant, les gens font plus attention à l'eau parce qu'on est entouré d'eau. Voilà, maintenant, nous, le robinet, l'eau, elle coule. Nous, surtout en Normandie, hein, c'est pas ce qui manque, l'eau. Je dirais qu'on prête plus attention à l'eau. Mais les anciennes civilisations, je pense, connaissaient beaucoup de choses par rapport à l'eau et l'utilisaient surtout pour des vertus médicinales. Et je pense qu'on a perdu tout ce savoir, toute cette connaissance par rapport à l'eau a été perdue. Ce qui est bien dommage. Alors, pas tout à fait, parce que je vais peut-être apprendre quelque chose. Jérôme, ou alors tu connais, mais il y a un Autrichien qui s'appelle George Huber Grander. Je sais pas si tu connais Grander. Le nom ne me dit rien, non? Voilà. Qui a créé un système qui revitalise l'eau que tu peux installer chez toi. Cela se met sur les tuyaux, d'arrivée de l'eau du robinet, et ça te donne de l'eau vitalisée. C'est un procédé qui a été breveté. Et cette eau de grandeur, elle est exceptionnelle parce que si tu veux, tu peux faire un test entre une personne, par exemple deux voisins, un équipé avec ce dispositif de grandeur et l'autre qui n'est pas équipé de ce dispositif. Tu remplis 2 mares d'eau, de petites mares, que tu laisses pendant 3 semaines au soleil et tout ce que tu veux. Et donc la mare à gauche avec l'eau du robinet, tu vas avoir des algues, tu vas avoir toutes les saloperies que tu puisses avoir avec une eau stagnante pendant 3 semaines en plein été au soleil. Et dans l'eau de grandeur, elle est limpide. Un truc de fou, quoi. Et c'est une eau qui a une vertu évidemment médicinale également, parce que si tu en bois, on est composé, comme tu l'as dit toi tout à l'heure, de 70 à 80% d'eau. Donc tu imagines un petit peu les effets bénéfiques que cela peut faire. Et tu as tout à fait raison quand tu dis qu'effectivement, dans les pyramides, c'est quelque chose, à mon avis, qui devait revitaliser un petit peu l'eau comme Grander. Mais je t'enverrai des dossiers sur cet Autrichien qui a fait une découverte assez extraordinaire. Et toi qui es passionné par ce sujet, tu vas être stupéfait des découvertes qu'il a faites. Et ça rejoint un petit peu les découvertes qu'ont faites, comment s'appelle, le Français célèbre qui a fait la mémoire de l'eau, là, Jacques Benveniste. Il y a Jacques Benveniste aussi, oui. Voilà, sur la mémoire de l'eau, où c'est le principe même de l'homéopathie. Il faut savoir que la vraie homéopathie, c'est de l'homéopathie liquide, qui n'a rien à voir avec l'homéopathie de Boiron en gélule, parce que, bon, évidemment, c'est pratique les gélules, mais c'est un effet 1000 fois moindre que l'homéopathie qui est basée sur des solutions liquides. Et ça a une vraie mémoire de l'eau, ce qu'on appelle la mémoire de l'eau. Alors évidemment, les gens ils disent « Ah oui, mais comment l'eau peut faire de la mémoire ?» Bah oui, comment l'eau peut faire de la mémoire et aujourd'hui, il y a des chercheurs qui font une chose toute simple. Ils prennent des souris et avec ces souris-là, par exemple, vont les provoquer avec une peur, quelque chose, par exemple s'approcher de quelque chose, d'un objet qui les électrolise, électrolise, oh finesse, électrolise, 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 oh finesse. On va dû prendre un sujet plus. Il y a encore Antoine qui va faire
Voilà, des électrolyses. Électrolyse. Oh, Qui les électrocute? voilà, ça. Et bien, figure-toi que ensuite, chose extraordinaire, c'est un événement qu'elles ont vécu, elles, d'accord? Ces souris-là vont faire des bébés, et ben, les bébés vont avoir peur de cette chose qui les a électrocutés leurs parents. Et ainsi de suite, de génération en génération. Un truc de fou. Donc, comment tu dis, comment une mémoire peut se transmettre de père en fils, de génération en génération? C'est la même chose pour l'eau. L'eau a une mémoire. Et je pense que tu as raison, c'est la matrice, c'est le support. Et on va découvrir dans les années qui viennent encore beaucoup, beaucoup de choses sur l'eau. Ah oui. Sauf que au niveau de l'industrie médicamenteuse actuelle, si on explique que l'eau a des meilleures vertus que les médicaments que l'on vend en Ils vont être pharmacie, ruinés, on est d'accord. Marisol Touraine va refaire une campagne de vaccination encore plus forte. 50 vaccins voilà. obligatoires. Non, mais donc voilà, pour moi, c'est les pyramides génèrent une onde de forme qui a un impact très bénéfique sur l'eau. Et je suis d'ailleurs actuellement en train de faire quelques petites expériences avec ma famille. Bonjour maman, bonjour mon frère. Et on a des effets très concluants, je dirais très concluants. Voilà. Mais il y a des milliardaires qui se construisent une maison en forme de pyramide. Hein. On a un petit peu des risques parce qu'il ne faut pas y être tout le temps. Non. Il faut le savoir. On va finir comme des momies après dedans. Bah voilà. Ok. Donc ça signifie qu'il y aura sûrement une suite à ce livre, ou au moins une suite à l'article, ou peut-être les deux. Alors actuellement, je suis en train de finaliser un deuxième article pour Top Secret, pour Rock, où j'explique vraiment le principe de fonctionnement de la Grande Pyramide, enfin selon mes recherches. Et je suis en train de débaucher un second livre. Où je vais plus parler de l'eau, plus des sites sacrés en général sur Terre, et où j'essaierai de développer un petit peu les découvertes que j'ai fait justement par rapport au fait de boire de l'eau dynamisée dans des pyramides et aux vertus que ça a. Et je pense que voilà, ça pourra intéresser beaucoup de gens parce que, enfin, comme je le dis, pour ma part, j'ai des résultats assez intéressants. Voilà. D'accord. Mais on en revient aussi aux travaux de Masaru Emoto. Ah oui, bien sûr. Voilà, qui lui a vraiment mis en avant la mémoire de l'eau. Hein, parce que, tout à fait. Voilà, tout à fait. Des travaux stupéfiants, hein, étonnants. C'est clair. C'est enfin, quand on voit un petit peu les cristaux formés par rapport aux émotions sur les tests qu'il a fait, c'est clair. C'est clair que l'eau vraiment a une mémoire. Voilà. Oui, bien sûr, c'est clair. Donc, quand on part du principe que si on dynamise de l'eau dans une pyramide ou par un vortex ou par le procédé que tu parlais, Sylvano, ouais. Si on rajoute à cela une prière ou une pensée positive à l'eau, et qu'ensuite on la boit, je vous laisse un peu imaginer les conséquences qu'elle peut avoir sur notre santé, quoi. Tout à fait. D'ailleurs, il est conseillé avant de se coucher, de boire un verre d'eau, mais en conscience, c'est-à-dire avec une pensée positive de cette eau que l'on boit. Voilà, il paraît que ça aide à mieux se nettoyer pendant la nuit. C'est Jacques Collin qui parlait de ça dans son livre L'au-delà de l'eau. Je ne sais pas si vous l'avez lu. Oui, tout à fait. Très bon livre aussi. Ok. Bon, bah, écoute Jérôme, on te remercie d'avoir fait ce passage pour nous parler de ton livre. Alors moi je vais me permettre de lâcher une petite info comme ça pour ceux qui sont en Normandie et que ça pourrait intéresser. Logiquement, Jérôme devrait passer d'ici cet été dans le dîner OVNI de Margret. Voilà. Alors la date n'est pas encore fixée. Ils doivent se caler ça, mais voilà, pour ceux qui voudraient en savoir un peu plus sur les travaux de Jérôme, vous aurez la chance de le voir en live sur Rouen d'ici cet été. Voilà, merci pour la pub. Oui, c'est ça.
Je dois prendre contact avec Marc, mais d'ici cet été, on va organiser ça. Donc, j'aurai peut-être plus le temps d'exposer ma théorie avec des images pour vraiment, parce que voilà. Voilà, oui, il faut prendre le temps. C'est vrai que dans Miasme TV, on parle surtout du livre pour le promouvoir, mais après il faut une conférence d'1h30 pour vraiment aller jusqu'au bout des choses, approfondir le sujet. Ok Jérôme, eh bien, écoute, on te remercie et puis moi je te dis à très bientôt. À très bientôt Antoine. Au revoir Sylvano. À bientôt Jérôme. C'était un Bonne soirée. Bon Sylvano, on va bientôt finir ce numéro 37 de Miasme par un petit interview que j'ai faite avec l'un des cofondateurs d'un site qui s'appelle iBoycott. Voilà. Il s'agit de Bülent Akar qui va nous expliquer le mode de fonctionnement de ce site. Enfin, il ne pouvait pas être avec nous ce soir en direct, du coup on a enregistré ça hier soir. Et voilà, si vous ne connaissez pas encore le principe de iBoycott, vous allez voir, c'est très intéressant. Et c'est un véritable mouvement citoyen qui peut devenir peut-être un contre-pouvoir. Allez. Eh bien, bonsoir Bülent, comment vas-tu? Bonsoir, ça va Antoine? Bah écoute, moi ça va très bien parce que je reçois l'un des cofondateurs d'un site qui me tient à cœur, qui s'appelle iBoycott. Donc je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais ce soir on va justement développer un petit peu le sujet. Comment est venue cette idée de créer un site qui va fédérer les gens pour lancer un boycott, tu vas bien nous expliquer tout ça, sur un sujet bien particulier. En fait, à la base, en fait, on a cofondé ça avec Karl Avant, donc mon frère. On est deux jeunes, donc plutôt justement tournés justement dans l'action, dans la recherche de sens. C'est vrai qu'ensemble, en fait, on a effectué plusieurs voyages solidaires. Donc le mien, moi, je l'ai effectué au Maroc. C'était justement la construction d'un mur, d'un centre de formation. Lui, il a fait un voyage solidaire au Sénégal. Et on a quand même cette envie, cette éthique de vouloir faire bouger les choses. Et on s'est rendu compte que justement, les consommateurs n'avaient pas d'outils majeurs justement pour faire bouger les choses. Et on s'est rendu compte que justement, il y avait le boycott, donc la puissance du non-achat, qui n'était pas exploitée à sa juste valeur. Donc on s'est dit qu'il y avait quelque chose à faire. Ouais, tu as fait un petit lapsus, mais effectivement c'est ça, c'est d'être rendu compte que les consommateurs pouvaient devenir consommateurs. Exactement. Et là, tout l'intérêt justement d'iBoycott, c'est justement de sensibiliser. Donc on va rentrer dans les détails, mais l'idée vraiment c'est de sensibiliser les consommateurs donc à devenir consommateurs en agissant sur justement leur consommation. D'accord. Et alors, pour rentrer vraiment dans le vif du sujet, et puis après on reviendra sur comment tout ça s'est construit, si tu nous donnes un exemple de campagne de boycott, comment ça se passe? Est-ce que tu as un exemple précis à nous donner? Alors, jusqu'à présent, en fait, l'idée, c'est donc iBoycott, juste pour mettre le cadre, c'est une plateforme collaborative donc de création de campagnes de boycott et de boycott, c'est-à-dire acheter pour des raisons éthiques et ne pas acheter pour des raisons éthiques. Et jusqu'à présent, donc, iBoycott a créé justement des campagnes de boycott. Donc, c'était l'idée, l'objectif, c'était vraiment pédagogique. C'était en fait montrer comment ça marche, comment une campagne se construit, parce que c'est très important. Il faut que la campagne, justement, soit sourcée. Il faut qu'il y ait des revendications qui soient claires et précises. Il faut que la cible, donc la marque, soit bien distincte, qu'elle soit bien désignée. Donc, iBoycott a commencé à faire les campagnes de boycott. Ensuite, ça a été ouvert aux associations. Donc, on a par exemple Sea Shepherd qui a lancé une campagne de boycott contre Marineland par rapport à la détention des orques. Mmh. Et récemment, justement, le 14 janvier, donc, on va faire l'ouverture aux citoyens. Donc, tout le monde, donc tous les citoyens, tous les consommateurs pourront créer leur campagne de boycott.
Et pour donner un exemple très, très précis de campagne de boycott, donc récemment, donc, il y a eu une campagne de boycott qui a été lancée par VIDA. Donc VIDA, c'est une association de protection des animaux. La revendication, c'était que justement Oasis ne soit plus partenaire des cirques Pinder. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ça a été très simple. Donc, quand Oasis ont été au courant justement de cette campagne de boycott, ils ont demandé à VIDA de pouvoir clôturer cette campagne de boycott. VIDA leur a répondu que il fallait répondre à la revendication de la campagne. Donc, depuis, donc on a vu que justement il y a eu la puissance là également donc du non-achat en action, c'est-à-dire que Oasis a cessé donc son partenariat avec les cirques Pinder suite justement à cette campagne de boycott. Alors, qu'on comprenne bien sur cet exemple-là, quel rapport en fait entre la marque Oasis, c'est la boisson, hein, Oasis, Exactement. c'est ça, d'accord. Donc, Ouais. quel rapport entre la boisson et le cirque Pinder? Qu'est-ce que vous reprochiez au cirque? Concrètement, donc, vu que iBoycott, c'est un outil, donc nous, voilà, on laisse aux associations le soin justement de construire leur campagne de boycott. La VIDA pointe du doigt justement la détention en fait d'animaux sauvages et souvent des animaux qui sont justement maltraités pour être d'une certaine façon éduqués à apparaître devant le public. D'accord, donc c'était contre la maltraitance des animaux domptés, on va dire, pour faire des jeux du cirque. C'est ça. Et D'accord. donc, dans l'idée, c'était justement au lieu de. Donc, là, c'était la stratégie de VIDA. Au lieu de viser directement les cirques Pinder, on va toucher les partenaires du cirque. Et ce qui s'est passé, c'est que cette même association a fait une nouvelle campagne de boycott donc contre Jouet Club. Et ainsi de suite, c'est ce qui s'est passé. Donc, ça a eu le même résultat que Oasis. Donc, on voit que justement, il y a cette crainte des entreprises par rapport aux campagnes de boycott. Et donc, là, quand justement les consommateurs touchent à l'image de marque d'une entreprise, on arrive à instaurer rapidement un dialogue. Donc, petit poussé, finalement, à plusieurs, on devient des géants et on peut faire fléchir les géants industriels qui sont en face. Exactement. Enfin, vraiment, l'objectif, c'est d'inscrire donc des actions individuelles dans une dynamique collective. Et donc, c'est cette synergie, en fait, qui va nous permettre de pouvoir responsabiliser les entreprises, de leur faire comprendre, en fait, qu'ils ont donc, des impacts, donc elles ont des impacts négatifs, que ce soit sur des questions environnementales et sociales. Donc, c'est de leur dire, voilà, ensemble, stop, il faut changer votre comportement. D'accord. Alors, tu parlais de campagne, donc et de monter une campagne, c'est-à-dire qu'effectivement, ça se fait pas comme ça. C'est-à-dire que c'est pas du jour au lendemain où vous allez dire hop, lui, on va le boycotter. C'est-à-dire qu'avant d'arriver jusqu'à la campagne de boycott, il y a toute une organisation, toute une communication qui s'instaure logiquement avec l'entreprise ciblée. Alors, une communication avec l'entreprise ciblée, pas forcément, mais dans l'idée, il y a vraiment en fait une construction. En fait, donc c'est par exemple là le 14, on va faire l'ouverture aux citoyens et en même temps on a amené quelque chose dans une innovation, c'est une période de pré-incubation. Elle va être construite par un citoyen quelconque, donc sur une entreprise. C'est comme on a expliqué. Donc il y a le descriptif, les revendications et les sources. Et donc, cette campagne-là va être mise en incubation, c'est-à-dire que tout le monde, donc il va y avoir une intelligence collective qui va travailler sur cette campagne pour la rendre justement la plus, pour la décrire, la rendre la plus efficace possible et de pouvoir la soumettre justement, pour la soumettre dans iBoycott. Et vraiment, l'idée, c'est de faire travailler l'intelligence collective pour rendre ces campagnes efficaces. D'accord. Alors pourquoi je te posais la question? Parce que j'avais cru comprendre à l'époque où vous aviez lancé donc le projet participatif en décembre 2014 maintenant. J'avais cru comprendre qu'à un moment donné, il y avait quand même une étape
où avant de passer au boycott officiel, vous preniez contact avec la société, si on reprend par exemple l'exemple de Pinder, et de dire, de voir déjà avec eux si, qu'ils fassent des actions significatives pour arrêter la maltraitance animale, et s'ils ils vous envoient paître ou s'ils n'ont pas envie de le faire, là, mettre en place le boycott. C'est comme ça que ça se passe, ou ça va directement au boycott? Alors, en fait, on est entre les deux. Donc, en fait, ça va directement au boycott. Donc, une fois que la campagne est lancée, elle est lancée. Donc, les consommateurs peuvent participer à la campagne de boycott. Par contre, il y a une subtilité, c'est qu'il y a un seuil de boycottants qui est fixé par le créateur de la campagne de boycott. C'est-à-dire que le seuil peut être entre 1000 et 10 000. Souvent, il est facilement atteint et rapidement atteint. C'est-à-dire, souvent, dans la plupart des campagnes, on est entre 1000 et 5000. Donc, ça c'est atteint très rapidement. Et là, on donne un droit de réponse à l'entreprise. Une fois que justement l'entreprise répond, donc son objectif c'est de répondre, de convaincre la majorité des boycottants, donc de faire cesser la campagne de boycott. Et si elle y arrive, c'est tant mieux pour elle. Aujourd'hui, Oasis a réussi à le faire. Pourquoi? Parce qu'à un moment ou l'autre, elle a répondu aux revendications des consommateurs. Il y a d'autres entreprises, comme je vais donner quelques exemples, hein, Petit Navire, Starbucks, H&M, n'ont pas convaincu la majorité des boycottants parce que peut-être que leur approche n'a pas été plu par les consommateurs, donc les boycottants. D'accord. Donc, oui, donc c'est quand même une vraie force de persuasion que vous allez et qu'on va pouvoir avoir, parce que je nous inclus tous. Hein. Aujourd'hui, on va dire c'est quelque chose qui est tout neuf. Ça a 1 an de fonctionnement avec des associations. Là, vous l'ouvrez au public. Tu l'imagines comment dans 10 ans, dans 20 ans? Est-ce que ça peut devenir carrément un contre-pouvoir? Alors, juste avant de répondre à la question, en fait, la plateforme a été lancée le 1er juin. Donc, c'est vraiment beaucoup plus récent que ça. Et c'est vrai que l'association, donc il y avait un travail en amont qui a été fait. Ça, on pourrait également en parler. Donc, on a fait un crowdfunding. C'était vraiment pour tester l'idée, pour voir comment comment allaient réagir justement les citoyens. Et par rapport justement au fait que, oui, est-ce que iBoycott peut devenir un contre-pouvoir? C'est clairement oui, clairement oui. Après, aujourd'hui, iBoycott, c'est une association. Donc aujourd'hui, on est sur des problématiques donc, de modèle économique. On est en train de travailler dessus. L'idée, c'est de rendre justement la plateforme indépendante, de la pérenniser donc sur le temps et d'être un contre-pouvoir. Il faut bien le souligner. Moi, j'insiste sur le fait que iBoycott, c'est un outil qui justement met en relation donc les boycottants avec du coup les entreprises afin donc de dialoguer dans un premier temps pour justement pouvoir changer, influer les comportements, les mauvais comportements donc, des entreprises. D'accord. Bon, alors là maintenant, on voit bien, en tout cas, on voit mieux comment ça fonctionne. On reviendra sur l'événement de la semaine prochaine, samedi 14 janvier à Lyon. Mais je voulais revenir à l'origine de tout ça, parce qu'on l'a tous eu, cette idée à un moment donné, entre potes, devant 3 cacahuètes et un pastis, de se dire, ah, bah, tiens, on va boycotter un tel parce qu'il a viré 1000 personnes, on va boycotter tel autre parce qu'il s'en est mis plein les poches et puis il augmente pas ses salariés. Bon voilà, on a tous eu ce genre d'idée. Comment est-ce que toi et ton frère, vous en êtes arrivés à franchir le cap? Est-ce que c'était difficile? Justement, donc au début, on s'est permis de rêver. Donc on a discuté autour de cette idée et on s'est dit, est-ce que ça pouvait se faire? Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a fait un crowdfunding donc, sur KissKissBankBank et on a demandé 8 000 €. C'était justement pour pouvoir créer la plateforme. Donc on a fait quelques devis donc pour avoir un ordre d'idée par rapport justement à la création d'une telle plateforme. C'était des sommes qui étaient assez conséquentes. Donc on ne pouvait pas justement se risquer. Et on avait quelques contacts donc, qui pouvaient justement monter cette plateforme.
Donc on s'est dit, bon, tiens, on va tenter, on va demander 8000. On s'est dit, ça va être quand même assez difficile. Et il y a eu un réel, vraiment, mais un réel engouement autour justement de cette idée, de ce concept. Les gens ont vraiment adoré. On a eu énormément de messages de soutien. Et finalement, on a récolté 11 307 €. Donc, on a vraiment explosé le plafond. Et là, on s'est regardé avec mon frère. On s'est dit, oui, là, il faut lancer cette plateforme. C'est une idée qui est révolutionnaire. Et c'est avec cette idée également, là, comme on disait, hein, qui peut devenir un contre-pouvoir et qui peut réellement faire changer les choses. Ouais, tout à fait. Nous, c'est vrai je ne sais pas si j'ai déjà dit d'ailleurs, on en avait parlé sur miasme.com, hein, dans la rubrique des projets participatifs. Voilà, l'année dernière, on avait soutenu déjà ce projet. Alors, si on va sur le site d'iBoycott, ce que je vais faire, je vais le partager et tu vas nous expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Et je vais en profiter pour montrer effectivement les partenaires qui sont avec vous. Donc là, on va reconnaître et des noms et des têtes, effectivement, qui ne nous étonnent pas de vous soutenir. Si je prends l'association Colibri, Mister Mondialisation, voilà, le Mur des Insoumis, etc. Sea Shepherd, on a parlé, Pierre Rabhi, Colin Serrault, Philippe Pasco, Exactement. qu'on connaît bien sur Miasme TV. Comment est-ce qu'ils réagissent par rapport à iBoycott? Comment ça se traduit, leur partenariat? Comment ils réagissent? En fait, souvent, on contacte ces personnes-là, ces structures, ces associations, et ils sont rapidement emballés, en fait. Et l'idée, en fait, c'est comment traduire ça? C'est plutôt justement de pouvoir se communiquer mutuellement sur nos projets et de pouvoir créer justement une synergie. Parce que souvent, justement, nos actions vont dans le même sens. Et c'est dans ce sens-là qu'il faut créer des synergies. Quand on voit des associations comme L214 qu'on connaît bien et qu'on soutient, est-ce qu'à un moment donné, on risque pas aussi d'avoir l'effet inverse, de se lancer dans des boycotts interminables? Après, en fait, il faut accepter le jeu. iBoycott, c'est un outil. Donc, si des associations, des ONG veulent créer des campagnes de boycott qui risquent d'être interminables, c'est également le jeu. Donc, ça va être une force de persuasion que vont mettre en œuvre justement la structure, l'association et l'entreprise. Donc, ça va être peut-être un bras de fer. Mais dans l'idée, c'est le jeu. C'est la plateforme qui est un outil et qui met en relation. D'accord. Parce que est-ce qu'à un moment donné, là, avec l'ouverture, on va dire, au grand public, est-ce que vous allez avoir un droit de validation des boycotts, dire celui-ci je l'accepte, celui-ci je le refuse, ou est-ce qu'à partir du moment où ils répondent aux critères de construction de la campagne, ça sera automatiquement validé? Ça va être validé, donc ça va passer en période de pré-incubation, comme je vous l'avais expliqué, et c'est là où justement l'intelligence collective va pouvoir mettre des alertes par rapport à des thématiques qui peuvent être discriminatoires, qui peuvent être contraires en fait aux valeurs d'iBoycott. Donc iBoycott, en étant un outil, ne va pas filtrer des campagnes de boycott. D'accord. Donc on va accepter toutes les campagnes, donc toutes les associations, tous les consommateurs peuvent créer leur campagne de boycott, et l'idée c'est derrière de faire intervenir l'intelligence collective pour pouvoir modérer. Donc iBoycott, le site c'est i-boycott.org. Donc si vous voulez découvrir les campagnes qui sont actuellement en cours, vous allez directement sur le site et vous avez la campagne principale, on va dire, qui est en page d'accueil, et ensuite vous pouvez cliquer sur découvrir les campagnes. Moi je voulais juste 2 secondes, même si on ne va pas s'étendre sur cette campagne-là, celle de la société contre la Société Générale, qui menace l'environnement et le droit des indigènes amérindiens. Ce que je te propose, c'est qu'on lance la vidéo, comme ça tout le monde pourra en prendre connaissance, puis on en reparle 2 secondes après. Bonjour, je voudrais vous parler d'un scandale éthique et environnemental dans lequel vous êtes peut-être indirectement impliqué.
Un oléoduc, appelé le Dakota Access Pipeline, est en construction en ce moment aux États-Unis. C'est un investissement de 3,7 milliards de dollars et la Société Générale aurait investi près de 120 millions de dollars. Pendant des mois, la presse internationale a ignoré ce sujet, mais ce qu'il faut savoir, c'est que le pipeline est censé passer sur les terres sacrées des tribus Sioux à Standing Rock. Près de 300 tribus indigènes, 2000 vétérans et des activistes du monde entier se réunissent depuis des mois à Standing Rock pour bloquer sa construction. Ils manifestent en paix et leur mot d'ordre est de le faire sans violence. Ses opposants sont appelés les protecteurs de l'eau. La société en charge de la construction a fait appel aux forces de police et armées et ont fait preuve de violence extrême. Plus de 200 personnes ont déjà été blessées à ce jour. De nombreuses organisations de défense des droits de l'homme, dont Amnesty International, ont déjà adressé leurs inquiétudes. D'un point de vue environnemental, s'il y avait une fuite ou un incident, ça pourrait polluer la rivière du Missouri et toucher plus de 2 millions de personnes. Alors vous allez me dire, oui, mais est-ce que les incidents arrivent souvent? Oui, 11 199 fois entre 1996 et 2014, soit 556 incidents par an. En ce moment même, un pipeline fuit et se déverse à peine 2h30 de Standing Rock. Le 4 décembre 2016, il a été annoncé que le permis de construire passant par les terres de Standing Rock était refusé, ce qui veut dire que depuis sa construction est illégale et malgré ça, l'entreprise en charge du pipeline a annoncé qu'elle continuerait de construire. Alors qu'est-ce qu'on pourrait faire tous ensemble pour changer les choses et avoir un réel impact en moins de 10 minutes depuis chez soi? Je suis cliente à la Société Générale depuis plus de 15 ans et il est hors de question que mon argent soit investi dans un projet qui ne respecte pas la planète et ses populations. C'est pourquoi j'invite tous les clients de la Société Générale à boycotter leur banque avec moi et lui demander de se retirer du projet Dakota Access Pipeline et qu'elle investisse à la place dans des énergies propres et renouvelables. Si comme moi vous n'êtes pas client, vous pouvez aussi soutenir cette démarche. Vous pouvez cliquer sur le lien pour rejoindre cette campagne qu'on a lancée avec iBoycott. Nous ne sommes plus impuissants face à l'actualité, nous avons un moyen simple et efficace de reprendre le pouvoir dans une énergie positive et bienveillante. La preuve, en Norvège, une banque et un groupe d'investissement se sont déjà retirés du projet suite à une pétition lancée par Greenpeace. Cette démarche est pacifiste. Nous invitons la Société Générale à être à l'écoute de ses clients et à montrer l'exemple à BNP Paribas et au Crédit Agricole qui sont aussi deux investisseurs majeurs de ce projet. Nous ne voulons plus être complices de violences inacceptables. Nous ne voulons plus être complices d'éventuelles catastrophes écologiques. Si nous n'avons pas de réponse positive, je m'engage à fermer mon compte à la Société Générale et le transférer dans une banque à la démarche éthique et écologique. Et je vous invite à faire de même. Alors cliquez sur le lien, appuyez sur le bouton participer, demandez des comptes à votre banque, parlez de cette campagne autour de vous et surtout boycottez. Le boycott seul, c'est bien. Le boycott ensemble, c'est le contre-pouvoir. Et avec bienveillance, c'est le changement. Voilà, quand on voit ce genre de vidéos, de campagnes, comment ça peut se traduire? Est-ce que tu penses qu'on peut arriver à faire fléchir? Là, on est quand même sur du méga lourd, hein, Société Générale, ils se permettent de perdre des milliards avec l'affaire Kerviel. Est-ce que à un moment donné, tu penses qu'on peut réussir à faire fléchir ce genre d'institut? Alors, je pense qu'iBoycott doit gagner énormément en fait en expérience. On existe depuis le 1er juin, donc 2016, donc depuis 6 mois. Et donc cette campagne de boycott a été lancée par 2 consommatrices donc engagées, comme justement on vient de voir la vidéo. Et voilà, à un moment ou l'autre, on ne peut pas en fait fermer les yeux infiniment sur des questions qui concernent justement l'environnement, même si c'est peut-être à l'autre bout de la planète. À un moment ou l'autre, on est connecté. Donc, finalement, voilà, c'est la planète Terre, et à un moment ou l'autre, voilà, tout l'impact qui va avoir lieu à l'autre bout de la Terre va avoir un impact également sur notre mode de vie. Donc, c'est l'effet papillon. Et elles ont voulu lancer cette campagne de boycott. Donc voilà, elles l'ont lancé et il faut voir, il faut être nombreux, il faut pouvoir communiquer. Aujourd'hui, Miasme TV en parle. Demain, d'autres médias vont en parler. Il y en a eu déjà pas mal. Donc il faut avoir plus d'écho, il faut avoir plus d'impact. Et maintenant, aujourd'hui, en fait, c'est vraiment le nombre qui va faire la différence. Et c'est à nous de montrer justement que les consommateurs sont capables de s'organiser et de pouvoir faire entendre leur voix. Oui, tout à fait. Alors, donc du coup, justement, ça y est, là, l'étape elle va être franchie. On va pouvoir s'organiser, nous, en tant que citoyens lambda.
à partir de la semaine prochaine, vous lancez l'ouverture du site aux campagnes de tout en chacun. Ça se passe où? Ça se passe à Lyon, c'est ça? Ça va être à Lyon. Donc, il va y avoir plusieurs lanceurs d'alerte, donc notamment Stéphanie Gibaud, également Philippe Pasco, avec qui vous êtes en contact. Et c'est également de faire un petit rappel, j'ai envie de dire, ou parler également des conditions des lanceurs d'alerte, qui quand même n'est pas facile. Donc, ils font un boulot monstre, c'est très bien ce qu'ils font. Tout le monde les encourage, mais finalement n'ont pas le soutien qu'ils méritent, j'ai envie de dire. Tout à fait. Donc, tu as une adresse, l'adresse et l'heure exacte du lieu de rendez-vous. Donc, ça va être donc, le samedi 14, donc ça sera de 7h, enfin de 19h à 22h. Et ça sera à EVA, donc c'est un centre éthique, au 107 rue de Marseille. Donc, c'est Lyon 7e. D'accord. Et donc, la soirée, voilà, ça va être un petit peu festif. On va faire intervenir justement les lanceurs d'alerte. Il va y avoir peut-être un sketch. Également, peut-être une chronique de Pierre-Emmanuel Barré qu'on va projeter. Et à la fin, il y aura un petit apéro. Ça sera vraiment très sympa. Avec également à la fin le lancement donc, de la plateforme de l'ouverture aux citoyens. Ok, bon, mais écoute, j'espère qu'il y aura plein de monde à cet événement. Moi, je suis en Normandie, je suis un peu loin, donc j'y serai avec le cœur, mais voilà, c'est le jour où il y aura quelque chose sur Paris, je viendrai faire un saut. Après, il y a un live stream, si vous pouvez participer, mais à distance. Il y aura un live stream sur Facebook, oui. D'accord, ben voilà, ça sera très bien comme ça. Oui. Les projets, tu as déjà avec iBoycott des projets, on va dire, pour cette année, des évolutions, On a plusieurs projets. On a pas mal de projets en fait, mais on essaie justement de les déployer avec l'énergie parce que voilà, on est une équipe de bénévoles. On est une vingtaine de bénévoles à travers toute la France. Et on essaie au fur et à mesure de développer certains projets. Là, prochainement, nous allons lancer justement l'iBoycott Tour. Donc, c'est le Tour de France pour justement créer des antennes locales. L'idée, c'est d'avoir un impact encore beaucoup plus important et de pouvoir justement avoir un tissu en fait sur le territoire national. Donc, c'est en cours, on y travaille. Il y a également donc l'Alliance Social Heroes. Donc ça, c'est en quelque sorte, ça va être l'AFP, donc des alternatifs. Donc l'idée, en fait, c'est de réunir en fait plusieurs partenaires. Jusqu'à présent, on en a une dizaine. Donc je préfère ne pas encore dire les noms. Par contre, le concept, il est assez fort. C'est qu'une fois qu'on va avoir une campagne de boycott, on va la lancer en fait au même moment, on va la publier en fait sur les réseaux sociaux, justement à travers tous les partenaires, afin d'avoir un impact énorme. Donc vraiment, c'est de dupliquer le concept de l'AFP entre guillemets, afin de justement l'utiliser pour des causes ou des informations alternatives. Et chaque partenaire pourront utiliser justement cette plateforme à leur guise pour leurs propres informations, pour leur propre concept. D'accord. Ah oui, donc ça va peut-être même encore plus loin que le boycott. Là, ça sera un canal de diffusion d'informations alternatives. Exactement. D'accord. Donc, l'idée, c'est d'avoir d'avoir beaucoup de partenaires et il y a un nom pour ça. Par contre, j'ai oublié. C'est vraiment de créer une viralité qui va faire que tout le monde, au même moment, va être au courant d'une campagne de boycott qui va naître ou d'une information qui est énorme et que tout le monde doit savoir et qui touche des domaines de l'alternatif ou de la protection de l'environnement, etc. C'est très varié. Ok. Bon, mais ça promet
des projets d'envergure pour 2017. C'est vraiment super sympa. Et puis voilà, on a l'impression d'avoir peut-être un peu plus d'importance et de se dire qu'on n'est pas tout seul dans notre coin et qu'on peut se réunir pour faire avancer les choses. Par rapport à ça, juste une petite anecdote. Pendant notre assemblée générale, donc de 2016, un bénévole donc, qui s'est exprimé et qui disait, moi en fait j'étais un indigné du canapé. Et quand il nous a écouté en fait, quand on a fait notre lancement sur Lyon, donc c'était le 4 juin il me semble, parce que le 1er juin c'était à Paris, le 4 juin on a fait un lancement à Lyon. Il a fait, quand je suis allé, j'ai assisté à cette conférence, j'ai reçu une belle claque. Il dit comme quoi en fait on peut faire bouger les choses, et de l'indigné du canapé en fait il s'est transformé en consommateur, et depuis il travaille avec nous. Et donc voilà à quel point en fait parfois il faut un déclic pour croire justement au fait qu'on peut se réunir pour faire bouger les choses. C'est tout à fait ça, hein. La société actuelle, la société mainstream, en fait, s'évertue à nous faire croire qu'on ne peut rien faire, qu'on est seul, nous culpabiliser, etc., etc. Et c'est avec des associations comme la tienne, avec des médias comme le mien et comme bien d'autres, où on peut reprendre confiance en nous et puis reprendre ce pouvoir qu'on nous a délité petit à petit. Ça. Donc, dernière question, Bülent. Pour faire une illustration vraiment concrète de ce que va pouvoir faire n'importe quelle personne à partir de la semaine prochaine sur le site. Imaginons que, par exemple, il y a un cinéma à côté de chez moi qui n'a pas mis d'installation propice pour que des handicapés en fauteuil roulant puissent accéder aux salles. Je donne un exemple, ce qui n'est pas le cas, mais imaginons cette situation. Comment est-ce que je fais concrètement pour pouvoir faire une action contre ce cinéma ? Donc à travers la plateforme iBoycott, ça serait justement de créer une campagne de boycott, mais par contre, est-ce qu'elle aura justement un écho assez important pour pouvoir justement apparaître sur la plateforme? Souvent, ça va être en fait, il va y avoir une certaine sélection naturelle, j'ai envie de dire. Même si la campagne, elle va être vraiment légitime, les consommateurs donc, vont plébisciter peut-être des campagnes qui vont avoir un impact beaucoup plus important, ou qui vont être un petit peu plus choc, ou qui vont toucher des multinationales. Dans l'idée, c'est vrai que boycotter le boulanger du coin, je pense que certaines personnes vont l'utiliser de cette manière-là, mais est-ce que les campagnes vont avoir la résonance que les créateurs de campagnes souhaiteraient? Je ne sais pas. En tout cas, à voir. Par contre, une chose est claire, votre objectif, c'est pas de faire mettre la clé sous la porte de telle ou telle entreprise. Hein, c'est pas ça le but du jeu. Derrière, il y a des emplois qui sont à la clé. L'objectif, c'est vraiment de faire changer de comportement telle ou telle entreprise. Exactement. Et l'idée, en fait, c'est que l'entreprise puisse répondre aux revendications qui sont pointées par justement les consommateurs. Le boycott d'une entreprise, ce n'est pas de dire bon, on vous boycotte, on veut plus que vous existez en fait. On peut pas boycotter toute la société et dire que voilà, tout ça c'est mauvais, il faut l'écarter. Je pense que on va imposer en fait entre guillemets une obligation donc à l'entreprise pour qu'elle puisse évoluer sur certains comportements, c'est-à-dire leur dire que voilà, les consommateurs par rapport à ce produit-là ont certaines revendications. Donc l'entreprise peut apporter des améliorations, et c'est ainsi en fait qu'on va qu'on va essayer de pouvoir faire évoluer les conditions justement de l'entreprise, que ce soit des conditions de production, du droit de travail, de protection de l'environnement, des questions sociales. Donc, voilà. D'accord. Est-ce qu'on peut imaginer à un moment donné avoir une sorte de boycott
positif, entre guillemets, c'est-à-dire dire à une entreprise, si vous changez telle chose ou telle chose, eh bien nous, on va on va inciter nos membres à consommer chez vous. Ou est-ce que c'est vraiment hors sujet? Non, là on est sur du hors sujet. Par contre, on a également l'aspect boycott. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé, pas parlé. L'aspect boycott, en fait, c'est acheter pour des raisons éthiques. Donc les consommateurs, quand ils participent à une campagne de boycott, peuvent proposer une alternative. Donc une entreprise qui produit d'une manière beaucoup plus durable, qui respecte l'environnement. Et donc c'est dans ce sens-là, en fait, que peut-être on va mettre on va mettre en avant certaines entreprises et ça va être en fait plébiscité par les consommateurs. Par exemple, un consommateur qui va venir participer à une campagne de boycott va proposer une alternative et les autres consommateurs qui viennent derrière et qui participent à cette campagne de boycott peuvent plébisciter ou pas cette alternative. Et donc là, on va voir que souvent, il y a 5-6 alternatives qui sortent du lot et on voit que c'est des alternatives très sérieuses au produit qui va être boycotté. D'accord. Vulent, je te remercie de nous avoir consacré un peu de ton temps pour parler de tout ça. Tu reviens quand tu veux, honnêtement. Nous, si on peut continuer à vous supporter et puis à transférer votre message, voilà, c'est sans problème. Vous avez notre soutien. Eh ben, merci beaucoup. Merci beaucoup, Antoine. Eh ben, peut-être à bientôt. Et du coup, pour le 14, n'hésitez pas à nous suivre par le live stream, du coup, sur Facebook. Donc voilà. On va relayer aussi l'information sur mirsme.com. Allez, merci, à bientôt. Très bien, donc, merci. Voilà, c'était iBoycott. Donc, vous avez noté que vous pouvez suivre directement sur Facebook samedi 14 à partir de 21h la conférence d'ouverture, on va dire, au public du site. Voilà, vous allez sur Facebook, vous tapez iBoycott, vous tombez sur leur page et là vous aurez le lien pour suivre leur conférence. Eh bien écoute Sylvano, je te remercie encore une fois d'avoir été présent pour ce numéro 37 et pour tous les prochains numéros qui vont continuer cette année. J'en profite pour te souhaiter une bonne année, plein de projets. Ouais, merci. On dirait que l'année elle a déjà commencé il y a 20 ans, tellement ça a été intense là, ces premiers jours de l'année 2017. Mais bonne année à toi, Antoine, et une superbe année à Mias. Ouais, on va faire en sorte que cette année 2007 devienne inoubliable. Allez, ciao tout le monde.